Un simple passage à vide, il y a eu les oui, il y a eu les non. Quel est votre diagnostic, docteur Moulin donc? J'ai trouvé les arguments pour le non relativement convaincants, mais je vais quand même aller vers le oui. Pourquoi? Tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être un joueur, c'est un homme. Et on a oublié que c'était un homme, et on a mis la barre tellement haut les uns les autres. Je crois que Vincent a donné un chiffre assez extraordinaire en termes de buts marqués l'année dernière, et que, inévitablement, cette cadence, il ne peut pas la tenir. Parce que on a oublié quand même qu'il a traversé la saison dernière avec beaucoup de problèmes personnels à gérer, avec le PSG, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, etc. Et en plus de ça, une attente colossale avec son arrivée au Real. Et donc je pense qu'il n'est pas encore en état pour montrer à quel point le Real a besoin de lui. Le jour où il va commencer à enclencher ça, on va le retrouver. Ouais. Dans quelques minutes, les 5 règles du coach, c'est le Moulin Top 5 lors du passage à Angers. Donc vous avez détenu le record d'Europe de longévité pour un coach, 10 ans donc de présence sur le banc. Rappelons que la durée de vie moyenne d'un coach en Europe est d'1 an et demi, à peu près, en moyenne, donc 10 ans contre 1 an et demi. Comment survivre dans un milieu hostile? J'ai 5 règles que j'ai lues à travers tous les petites interviews, les documents que j'ai pu constater. Ça part de vous. Alors, la première règle, et là on est encore un peu loin du terrain Stéphane, il faut faire ce métier en accord avec sa personnalité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a moins de chances de se tromper. On ne joue pas un rôle, on doit être soi-même et être persuadé de ce qu'on fait. Et pour être persuadé de ce qu'on fait, il faut rester en accord avec ses principes, avec ses convictions, s'ouvrir parfois parce que ça fait partie aussi du travail que de se remettre en question, mais il faut aussi être persuadé que ce qu'on fait, c'est le bon chemin et qu'il n'est pas question de jouer un rôle. Mais parfois, être coach, c'est prendre le risque où il y a un danger de s'éloigner de sa nature profonde, de jouer un rôle. Donc, si vous mettez un petit garde-fou. C'est ce qu'on m'avait dit avant que je devienne entraîneur des pros. On m'a dit, de toute façon, tu seras obligé de changer, à la fois comme coach, à la fois comme personne. Je suis très heureux d'être resté celui que je suis, à la fois en tant que technicien, mais aussi en tant qu'homme. Deuxième règle, un président de club donc, vous contacte, vous propose le job, avec un objectif ou des objectifs à atteindre. À vous, désormais, donc, ce que j'ai lu, de faire un état des lieux, alors sportif et humain. Sportif, je comprends, radiographie, à peu près le niveau de l'équipe, ça, j'imagine. Mais le diagnostic humain, là, je ne comprends pas, je pige pas. Alors, c'est quoi le diagnostic humain? Pourquoi l'humain? Parce que l'humain, avant de travailler avec des joueurs, avec un staff, avec des dirigeants, on travaille avec des hommes, et qu'il est essentiel, à mon sens, de bien connaître les hommes pour pouvoir ensuite avoir une chance de les embarquer avec vous, et surtout de ne pas commettre d'erreurs de management parce que certains sont plus sensibles que d'autres, parce que quelqu'un du staff est là depuis longtemps, et donc il faut faire un état des lieux sur le plan humain pour que encore une fois, vous arriviez à embarquer tout le monde avec vous et surtout éviter les erreurs de méconnaissance qui arrivent souvent dans ces cas-là. Vous arrivez dans un club, donc vous êtes donc le successeur d'un coach. Est-ce que ça, c'est toujours perturbant pour un groupe d'être le nouveau coach comme ça? Et pourquoi? Ça peut être perturbant à partir du moment où... on n'a pas fait l'état des lieux. Donc. On n'a pas fait l'état des lieux. Et puis aussi, ça peut être perturbant parce que lorsqu'il y a un coach qui est débarqué, inévitablement, les joueurs se sentent un petit peu responsables. Donc c'est perturbant dans un premier temps, mais c'est aussi très souvent à court terme, voire à très court terme, intéressant dans le sens où ils doivent se remettre en question parce qu'ils n'ont pas de deuxième chance. Si le deuxième coach qui arrive est en difficulté, alors ils seront totalement responsables. Mais je pense que au-delà d'être perturbant, je pense que ça peut être bénéfique. Après, on a vu sur la durée, c'est pas toujours le cas, mais ce fameux choc psychologique peut arrêter une série, une mauvaise série notamment, et que de temps en temps, ça fonctionne. Malheureusement, il n'est pas écrit que ça marche à chaque fois. Très rapidement, vous devez constituer donc au sein de votre vestiaire, je l'ai appris, c'était votre méthode à Angers, un noyau dur de 4, 5, 6 joueurs. Pourquoi? C'est quoi ce noyau dur là? C'est quoi le rôle?
C'est les fameux relais, c'est les fameux cadres ou les piliers sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on doit, à mon sens, s'appuyer pour pouvoir à la fois relayer le message. C'est pas les joueurs, j'avais lu ça dans une interview, c'est pas les joueurs qui font gagner l'équipe nécessairement. Non, c'est les joueurs qui ont un impact dans le vestiaire et que là aussi, il faut avoir une capacité de bien les identifier. Hein, c'est les fameux leaders dont on parle, il faut des bons leaders, des vrais leaders. Et j'ai eu la chance à Angers d'en avoir beaucoup. C'est en voie de disparition, ces leaders. Mais quand vous pouvez vous appuyer dessus, on le sait, nous, coachs. Les joueurs acceptent parfois plus des remarques de leurs partenaires que du coach, parce que voilà, ils sont comme ça. Et donc, on doit, nous, s'appuyer sur ces personnes-là, en qui on a une totale confiance. Mais là aussi, pour que ça fonctionne, il faut un petit peu de temps. Ok, oui. Est-ce que dans les leaders ou dans les relais, il ne faut pas forcément mettre un remplaçant? Parce que lui peut parler aux autres remplaçants. Oui, mais des leaders, ce ne sont pas forcément des titulaires. Ce sont des joueurs qui ont un impact dans le vestiaire. Il y a des garçons qui arrivent en fin de carrière, qui sont qui jouent beaucoup moins. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui d'un joueur que je connais bien parce que je l'ai eu et qui joue beaucoup moins alors que l'année dernière il a beaucoup joué, il était capitaine de l'équipe, c'est Pierrick Capel, mais il reste une personne importante du groupe et pourtant il ne joue pas beaucoup, mais je sais que son discours auprès de ses partenaires porte a une vraie portée et il est aujourd'hui, j'en suis convaincu, un relais important pour son coach malgré le fait qu'il ne soit pas un titulaire. 5e et dernière règle, se méfier de ce qui a fonctionné dans vos expériences précédentes. Pourquoi ? Parce que les joueurs changent, la société change, les modes de fonctionnement changent. On voit aujourd'hui que avec les nouvelles générations, il faut un petit peu se renouveler. Stéphane, coach en 2011, Stéphane, coach en 2024. Est-ce qu'il y a des choses... Il y a des choses que vous faites plus parce que c'est pas efficace. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc concret ou... Non, il y a rien de concret. C'est juste que il faut évidemment que je ne suis plus le même qu'en 2011 parce que l'expérience a fait que j'ai vécu beaucoup de situations et que devant certaines situations, j'ai des réponses beaucoup plus claires que celles d'avant. Cependant, il est important malgré tout de donner le change aux nouvelles générations. J'ai un exemple très concret. Alors, je sais qu'actuellement, il est un petit peu chahuté par tout le monde, mais c'est Didier Deschamps. Oui. Je connais sa Jamais rigueur. sur ce plateau. Continue. Je connais sa rigueur, je connais son intransigeance parfois, mais il a été obligé de se mettre au goût du jour avec les nouvelles générations parce que sinon, il sait que ça ne peut pas fonctionner. On a vu l'exemple de l'extincteur dans l'hôtel en Coupe du Monde. 2018. Je veux dire, il y a 7-8 ans, il n'aurait jamais réagi comme il a réagi. Et c'est une preuve d'intelligence. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on oublie tous nos principes et tous nos fondements, mais à un moment donné, il y a une réalité, il faut savoir, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter. Il faut s'adapter en gardant ses principes. Merci beaucoup. Que tout le monde se pose. Elle nous vient de Kim Ilia. Pourquoi aucun coach ne réussit au PSG? Vous avez 2 heures. Elle est pas mal celle-là. Ne réussit pas en Ligue des Champions, parce que je pense que c'est la question. Oui. Si ce n'est les coachs, il faut peut-être aller chercher un petit peu plus haut. Qu'est-ce que tu sous-entends? Là, je sous-entends qu'il y a un dysfonctionnement certainement entre la direction, le staff technique et les joueurs. Inévitablement, on ne peut pas avoir investi autant d'argent, s'être donné autant les moyens qu'ils se sont donnés et qu'à un moment donné, on n'y arrive pas. Alors, ils sont passés très près quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas oublier non plus que City a mis du temps avant d'être champion d'Europe. Donc, là, avec le PSG, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on a le sentiment que l'histoire se répète chaque année. Mais un coach dans un projet de jeu, souvent on évoque le projet de jeu. Le projet de jeu, souvent c'est un peu flou peut-être pour les téléspectateurs. C'est le coach qui l'amène ou alors c'est porté par le club ou par le directeur sportif? C'est plus large, mais juste si je peux, parce que Stéphane parlait de City. La différence de City, c'est que l'argent à City, c'est au service d'une vision.
Au PSG, c'est pas le service d'une vision, c'est au service de 18 visions, 18 saisons. Enfin, j'exagère, il n'y en a pas eu 18. Ouais, Il y en a eu 13. 2011 doit arriver, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est ça la différence, c'est que Nasser, il n'a pas de vision de ce que doit être un grand club de foot. Il a une vision de ce que doit être une marque mondiale, parce que le PSG était devenu une marque mondiale, ce qu'il est sans doute déjà plus maintenant aujourd'hui. Oh, ça l'est, si, ça l'est quand Un même. peu moins quand même. Quand tu vas à l'étranger, tu pars en vacances, tu vois le PSG un peu partout. Mais c'est quand même le cas. Mais moi, je reviens un peu sur. Mais je voulais revenir avec vous, Stéphane, sur le projet de jeu, sur le coach, à Angers, à un moment. Bon, à un moment, ça a pété. Hein. mais à un moment, les planètes étaient alignées. Enfin, vous l'incarniez, vous partagez tous la même vision sportive. Il y avait quelque chose où Oui, il y avait un partage, mais celui qui porte le projet de jeu, c'est le coach. Ouais. C'est des principes, c'est une manière de fonctionner, où là où on doit être convaincant vis-à-vis de nos joueurs. Mais effectivement, après, il y a des endroits où il y a un projet de jeu qui ne peut pas fonctionner. Bon, on le sait bien, à Marseille, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait une manière de fonctionner qui ne peut pas être la même qu'à Nancy, au Havre ou à Angers. Maintenant, c'est le coach qui porte ce projet de jeu, c'est le coach qui amène les différences dans la manière de fonctionner, dans la manière d'évoluer. Et donc, pour ça, il doit créer, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est lui qui doit créer son groupe, c'est lui qui doit faire venir les joueurs et garder ceux qui vont pouvoir adhérer pleinement à ce projet. Mais Luis Enrique, il n'arrête pas de répéter qu'il est là pour justement mettre en place un projet de jeu, mais il ne dit jamais qu'il est là pour gagner la Ligue des Champions. Il ne dit pas que le PSG... Il a dit l'inverse. Il a dit l'an passé. Si, l'an passé, il l'a dit. Mais là, dans son discours... Il n'a pas dit cette année, mais l'an passé, il l'avait dit. Cette année, il a dit le contraire. Oui, il le dit plus. Il le dit plus. Et dans l'interview qu'on a vu tout à l'heure, il a dit gagner ou perdre, c'est pas l'important. Moi, je suis là pour mettre en place un projet de jeu. Oui, mais un projet de jeu, c'est une identité de jeu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un moyen. Mais c'est un moyen pour gagner des matchs. Ça ne sert à rien d'avoir un projet de jeu si on ne gagne pas un match. Je veux dire, à un moment donné, il est aussi là, il me semble, pour faire ce que d'autres n'ont pas réussi. Moi aussi, il me semble que c'est ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait marche une arrière et que la Ligue des Champions... Non, mais c'est une question. Est-ce que vous avez l'impression que le PSG, tout est organisé pour gagner des matchs? C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que tout le club est d'équerre depuis 2011 pour gagner des matchs? Je pense financièrement, oui. Oui, non, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une osmose, une alchimie entre toutes les composantes qui font un club. Par exemple, quand ils ont Neymar et Mbappé, quand ils font venir Messi, est-ce que vous pensez qu'ils se rapprochent ou qu'ils s'éloignent du fait de gagner les matchs? Parce que là, le gâteau, ils sont trois dessus. Est-ce que, au début, tout le monde a pensé que oui. Après, c'est comment on arrive à les faire jouer ensemble. Et il est là le problème. Et on se pose la question quand ils sont là. Il faut se poser la question avant de les faire venir. Ouais. Mais il y a un coup de, faut pas se leurrer. Il y a un coup de pub énorme sur cette arrivée de Messi au PSG. Donc c'était pas sportif. Pas d'abord. Il faut pas se mentir. Pas que.